est-ce que cette gestion du LOSC est compréhensible? Avec plusieurs départs de choix, évidemment, Jonathan David, Angel Gomez qui ont été actés assez rapidement, Ismaili qui n'a pas prolongé, Gabriel Gudmundsson qui a été vendu, et puis plus récemment, Lucas Chevalier vers le PSG, Bafodé Diakité vers Bournemouth. J'en oublie peut-être dans le lot, mais en tout cas, on est là sur les principaux. Je ne parle pas évidemment de Chouba Akpom, de Mitchell Baker, de Vito Manone, etc., qui eux, sont partis de façon un petit peu plus secondaire, voire même Rémi Cabella. Est-ce que toi, elle t'inquiète, Romain, cette gestion, en tout cas ce déroulé du mercato estival lillois, avec, comme on l'a dit, beaucoup de cadres qui sont partis, une baisse de qualité de l'effectif logique, et des recrues encore qui sont à attendre. On a seulement Olivier Giroud en recrue marquante, Nathan Ngoy, Marius Brolm, Félix Correa et Arnaud Bodard aussi sont arrivés. Mais voilà, quel est ton œil sur ce mercato estival lillois? Plus qu'inquiet, ça me questionne. C'est une certitude. Inquiet, je ne veux pas dire que je le suis, parce qu'il suffit de reprendre l'émission qu'on avait fait fin mai, où on était à la fois dans l'analyse de la saison écoulée du LOSC et on faisait aussi une projection sur l'été. On avait même parlé d'été de tous les dangers, si je me rappelle bien. Et on avait ciblé pas mal de cas qui sont devenus des cas concrets quelques semaines plus tard avec l'avancée du mercato. Donc, une fin de cycle sur le plan défensif, on en parlera tout à l'heure, mais avec les départs de Chevalier et Diakité, ça ne me surprend pas totalement. On avait ciblé ces deux cas-là. Ce qui est plus problématique, c'est le cas du poste de latéral gauche. Quand bien même Romain Perraud est arrivé, est-ce que c'est un titulaire en puissance d'une équipe comme le LOSC qui joue le top 5 en Ligue 1? La question peut se poser. Il ne va pas arriver tout seul. Un deuxième latéral est censé arriver, mais on repart de zéro à ce poste-là. À droite, on espérait tous le retour de Thiago Santos et finalement, on sent qu'il va lui falloir un tout petit peu de temps, qu'on ne peut pas précipiter les choses non plus. Et en fait, quand on ajoute les joueurs libres qui sont partis, surtout Jonathan David et Angel Gomez, c'est acté, on le savait depuis un moment, mais ça fait, hormis Benjamin André qui est resté, et j'ai envie de dire que c'est la bonne nouvelle de l'été, on se retrouve avec la colonne vertébrale du LOSC, en fait, qui a recomposé aujourd'hui. Et quand on regarde de l'autre côté, dans la colonne des arrivées, tu l'as dit, hormis Olivier Giroud et encore un joueur de bientôt 39 ans, qui est censé être un numéro 1 bis. Quand il arrive, on nous fait comprendre très vite que oui, il va avoir du temps de jeu, mais un autre attaquant est censé arriver. Et ça fait un mois. Et on attendait Hamza Gaman et il n'est toujours pas là. Il n'y a toujours pas un autre numéro 9 qui est arrivé. À tel point que tu as posé la question, Olivier Létang, est-ce que Mathias Fernandez-Pardo ne va pas être amené à se réaxer pour combler cette absence de recrutement au poste? Et la question aujourd'hui, elle trotte dans la tête du LOSC. Plus qu'une gestion compréhensible, incompréhensible, je trouve que dans la case des départs, c'est plutôt logique de voir ces départs-là. Ça faisait quelques années que certains joueurs étaient là, d'autres étaient en fin de cycle. Moi, ce qui me questionne davantage, c'est ce qui se passe dans le sens des arrivées. Alors oui, effectivement, les moyens baissent du côté de Lille. Olivier Létang a parlé d'un manque à gagner de 115 millions d'euros par rapport à la saison dernière. Je vais quand même lui dire que dans ces 115 millions d'euros, il y avait des entrées d'argent dites exceptionnelles qui ne sont pas budgétisées chaque année. Il y a l'apport de la Ligue des Champions, à peu près 70 millions d'euros, et on rajoute à ça les 30 millions de CVC. CVC, c'est pareil, on savait très bien que c'était un apport qui était ponctuel et non pas des entrées d'argent régulières. Donc en fait, en entrée d'argent régulière, en ce qu'on appelle des entrées fixes dans le modèle économique du LOSC, en fait, il n'y a que, entre guillemets, la baisse des droits télé domestiques à hauteur de 15 millions d'euros. Est-ce que ça explique l'attentisme ou la prudence du LOSC sur le marché des transferts dans le sens des arrivées? Est-ce que ça peut suffire à l'expliquer? Je pense qu'on se questionne beaucoup sur quoi faire du côté du LOSC. On attendait sans doute aussi de finaliser les ventes onéreuses de Lucas Chevalier et de Bafo Diakité qui vont rapporter au bas mot entre 90 et 100 millions d'euros sans les bonus. Ou avec bonus, on ne sait pas encore trop les montages concernant Lucas Chevalier surtout et également Bafo Diakité. Mais peut-être que ça va permettre de passer à la vitesse supérieure. Et on en revient à ce qu'on disait pareil au mois de mai dernier. Comme l'an dernier, en fait, on fait un recrutement sur de jeunes joueurs qui vont être là, censés arriver une première année un peu d'acclimatation, des joueurs qu'on va mettre en avant, qu'on va développer avec l'espérance de les vendre dans 2 ou 3 ans, un modèle économique de trading assumé. Mais ce qui peut rendre cette gestion douteuse, en tout cas susciter des questions, c'est que jusqu'ici, il y avait une colonne vertébrale fixe qui durait saison après saison, qui était renouvelée par petites touches, avec soit des joueurs qui montaient de statut à l'image d'un Bafodé Diakité, qui arrive, qui est pas forcément un titulaire en puissance, qui est un peu le troisième homme dans l'axe, qui peut jouer à droite également, là qui était devenu un membre de la colonne vertébrale,
Et là, à 3 semaines de la clôture du mercato, on se demande si le LOSC va réussir à compenser toutes ces pertes. C'est ça qui, je pense, amène ta question, Enzo. Ouais, la grande différence justement avec l'été dernier, c'est que l'été dernier, tu en as bien parlé, il y avait seulement Lenny Yoro qui était parti en termes de départ marquant. Aujourd'hui, on l'a dit, il y a énormément de cadres qui sont partis. Il y a 80% de la colonne vertébrale qui va être décimée par cet été. Et il faut quand même souligner, Olivier Létang l'a aussi appuyé hier pour défendre son bilan entre guillemets de ce mercato d'été, qui avait quand même la prolongation de Benjamin André, qui, si ce n'avait pas été le cas, aurait été, je pense, une catastrophe pour le LOSC d'un point de vue sportif. Financier, on Il peut en était même reparler. frustré qu'on lui pose pas de questions dessus en mode et Ouais. ça j'ai réussi ça, questionnez-moi là-dessus. Et c'était au tout début de la conférence de presse. En plus, on n'a même pas eu le temps de lui poser la question. Mais sportivement, il n'y a aucun problème sur le fait que Benjamin André soit un très bon coup, cette prolongation de Benjamin André au LOSC. C'est vrai que finalement, des cadres restants, on a seulement Benjamin André, Alexandro, Haraldsson, voire Thiago Santos. Et encore, on ne sait pas vraiment dans quelle disposition il va revenir à court terme. Mais il y a vraiment un 11 titulaire qui a été décimé d'au moins de moitié. Et ça peut poser question parce que tu l'as dit, la saison passée, il y a un recrutement qui est intéressant avec essentiellement des U23 qui sont choisis, qui sont recrutés, mais tu avais des cadres pour justement les encadrer, pour qu'il n'y ait pas une responsabilisation trop forte dès leur arrivée. Là, aujourd'hui, on a l'impression que les recrues du LOSC, en tout cas l'essentiel des recrues du LOSC, sont voués à avoir un rôle très rapide, très important. Je pense notamment sur le plan offensif, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup de changements sur le plan offensif. On a l'impression que les Marius Broholm, Félix Correa, la recrue au poste de numéro 9, s'il y en a une, vont devoir jouer un rôle très important, très rapidement. Et c'est ce qui peut poser un petit peu question de ce mercato du LOSC. Les recrues, les ventes, pardon, tu l'as dit, on s'y attendait, il n'y a aucun problème là-dessus. Le LOSC, même si c'est un très bon élève du football français d'un point de vue financier, est aussi dépendant de ses ventes pour justement être parmi les meilleurs clubs français d'un point de vue économique. Mais sur le recrutement, et notamment en termes de timing, ça peut poser question parce qu'on est à seulement une semaine de la reprise. Bruno Genesio en a parlé, a fait part de ses inquiétudes. Et d'un point de vue d'un coach, ça peut se comprendre quand tu vois l'absence de latéral gauche, quand tu vois que Lucas Chevalier va partir et que seul Arnaud Baudard est pour le moment capable d'endosser un rôle de numéro 1 de façon temporaire. On enregistre le samedi 9 août. Donc si ça se trouve, Ricardo Veillot va signer dans les prochaines heures, prochains jours, et le débat sera réglé pour le poste de gardien. Mais il y a beaucoup encore de manques, je trouve, pour une équipe qui a quand même des ambitions européennes, on en reparlera tout à l'heure, et qui se veut aussi d'être solide dès le lancement du championnat. Il y a un calendrier quand même qui est assez relevé, assez chargé, et qui va demander au LOSC d'avoir une équipe prête assez rapidement. Donc, la gestion du mercato, Olivier Létang en a parlé aussi hier, même si on peut ne pas la trouver compréhensible, elle est aussi forcée par les contraintes qu'il peut y avoir induites au mercato, la longueur des négociations, la vente aussi. Par exemple, je prends l'exemple de Zabarny. Bournemouth a attendu que Zabarny soit vendu pour aller sur Diakité, mais le LOSC ne peut pas recruter le remplaçant de Diakité avant de vendre Diakité. Donc c'est tout le jeu du mercato qui peut, en termes de timing, poser question. En revanche, il y a quand même des postes, on pense notamment à celui numéro 9, où ça peut poser des questions en termes de timing. Et aujourd'hui, le LOSC, au 9 août, au moment où on parle, n'est pas forcément armé pour cette saison 2025-2026. En fait, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Lille est dans une situation économique où ça peut pas être un club proactif, un club en action, il est obligé d'être un club en réaction. Il est obligé d'avoir la certitude de faire les ventes pour pouvoir bouger derrière. Et ça complexifie les choses. Sur le plan salarial, en plus, on a fait un effort pour Benjamin André, mais on sait très bien que pour les joueurs qui arrivent aujourd'hui, on n'a pas forcément la surface financière suffisante et on n'a surtout aucune visibilité à court, moyen et long terme sur les droits télé, donc sur les revenus qu'on peut générer. Donc on ne peut pas prendre des risques fous sur des contrats de 3 ou 4 ans. Olivier Giroud, il vient pour 1 an, potentiellement une deuxième année. Et ensuite, c'est des jeunes joueurs qui sont arrivés en plus de championnats intermédiaires, donc pour lesquels les salaires restent mesurés jusqu'ici. Donc en fait, on est effectivement un peu pieds et mains liés par rapport à ce qui se passe dans la colonne des départs. C'est pour ça que c'est peut-être encore un petit peu trop tôt pour parler de gestion compréhensible, incompréhensible, en tout cas répondre fermement à cette question-là. Par contre, il y a quelques doutes, tu l'as dit, puisqu'on est à une semaine de la reprise du championnat quand on enregistre, et on se dit,
il y a certains joueurs qui ont été recrutés l'an dernier qui auraient dû être dans une deuxième année où ils prennent un petit peu plus de galons, ils sont plus régulièrement titulaires, ils prennent un peu plus de place, qui vont devoir en fait accélérer leur processus de progression. Il y a potentiellement une ou deux recrues qui au départ avaient été imaginées pour être des remplaçants, toujours dans cette optique de une première année où on les acclimate, où on les prépare. Je pense à Ngoy potentiellement et qui vont être obligés de devenir des titulaires si jamais c'est lui finalement le successeur de Bafo Diakité et pas une recrue. Donc tout ça, ça suscite des doutes et une somme de doutes que va devoir gérer Bruno Genesio. Parce que là, en fait, Olivier Létang et Bruno Genesio, ils ont également des objectifs divergents. C'est que Bruno Genesio est conscient de l'état du football français sur le plan économique aujourd'hui, mais lui, il sait aussi qu'il doit conserver une équipe compétitive parce que celui qui sera en première ligne en novembre ou en décembre, si ça se passe mal, et dont le poste sera remis en cause, c'est lui. Et dans le même temps, on rappelle qu'Olivier Létang est le président du club, mais n'est pas le propriétaire du club. Donc lui, il doit également rendre des comptes à son actionnaire, à Merlin Capital, Merlin Partners, pardon, et du coup, en fait, mettre en place une politique qu'il n'a peut-être même pas lui-même décidé, sans dire qu'il est qu'un simple exécutant. On sait que c'est un président assez omnipotent, qui aime bien avoir une marge de manœuvre importante, notamment sur le sportif, mais il ne décide pas seul, il n'est pas le propriétaire du club. Donc il y a aussi des donneurs d'ordre au-dessus de lui, et en fait, la stratégie, il est également obligé de l'appliquer. Il se retrouve dans une position, un entre-deux qui n'est pas confortable, entre un coach qui lui dit « Ok, mais moi, mon effectif va être compétitif ou pas ?» et un propriétaire qui lui dit « Ok, mais nous, on a remis le club à flot financièrement, c'est pas pour repartir dans des excès aujourd'hui. » Et donc, une situation pas évidente, et je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je l'ai trouvé assez marqué, un peu fatigué, Olivier Létang, lors de sa confiance, toujours dans son style assez offensif avec les journalistes, en tout cas en essayant d'être voilà, dans la complicité avec eux, mais je trouve que son visage, par rapport à ce qu'on avait pu voir il y a 1 ou 2 ans à cette même période de l'année, je l'ai trouvé un petit peu plus marqué, un peu plus fatigué. Bah, tu l'as dit, Je pense qu'il ne vit pas un été très tranquille. ouais, très clairement, il y a un contexte qui, même au-delà du LOSC, pour tous les clubs français, rend l'été très compliqué. Et c'est vrai que Monsieur Olivier Létang, le président du LOSC, avait quelques cernes quand même hier, on l'a vu en conférence de presse. Il ne doit pas vivre un été des plus sympas à vivre en tant que dirigeant, mais lui aussi l'a bien dit. Alors c'est aussi de la communication évidemment, mais il a dit je serai le premier à vouloir garder tous les joueurs, le premier à vouloir dépenser 40, 50, 60 millions sur un joueur, le premier à vouloir une équipe disponible et prête dès le 1er juillet, mais il y a des contraintes. Alors je sais que les supporters lillois sont très, comment dire, agacé un petit peu par la gestion et notamment le timing de ce mercato. On ne dit pas que la gestion est parfaite. On l'a dit, les timings, il y a certains secteurs, on a l'impression quand même que Bruno Genesio a ses raisons de pousser un semblant de coup de gueule. On sait aussi qu'il y a des contraintes pour ce mercato, pour tous les clubs français. Et le LOSC a quand même la chance, entre guillemets, mais c'est la chance qui a été provoquée par le travail, de ne pas être non plus dans une situation économique catastrophique, alarmante, et de pouvoir avoir un minimum de marge de manœuvre aussi pour pouvoir gérer ce mercato estival et tous ces départs de cadres. Donc c'est pas non plus voilà, un été qui devrait s'annoncer catastrophique, et je pense que le bilan du mercato sera beaucoup plus juste à être fait à la fin de ce mercato, au 1er ou 2 septembre, qu'aujourd'hui, aux alentours du 10 août, où il y a encore beaucoup de mouvements qui vont arriver du côté du LOSC. Je ne sais pas si tu voulais enchaîner là-dessus, Romain, ou alors on passe à la suite et au Non, débat. je pense qu'on a à peu près fait le tour sur ce dossier-là. Comme tu l'as dit, rendez-vous le 31 août, lendemain de la clôture du mercato. Si je dis pas de bêtises, c'est bien le 30, pour faire un bilan complet. En tout cas, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a des trous dans la raquette, selon l'expression consacrée qu'on utilise de plus en plus dans beaucoup de domaines. Et que si l'effectif en reste là, le LOSC aura du mal à rester très ambitieux et à viser le top 4 ou le top 5. On parlera des objectifs tout à l'heure, mais il faut compléter cet effectif. Et même si les 90-100 millions récupérés sur Chevalier et Diakité ne sont pas réinvestis dans la globalité, le LOSC aura quand même un petit pécule pour finir cet effectif. Et comme l'a dit Olivier Létang hier, il avait promis une équipe qui sera une équipe compétitive, une équipe de qualité. Et ben, il a 3 mois pour finir ce projet-là, pour montrer qu'il est toujours le bon architecte pour ce projet. Ouais, et puis t'en parlais, Merlin Partners est un fonds d'investissement qui a un intérêt avant tout financier, pas sportif. Oui. Ce qui importe avant tout Merlin Partners, c'est d'être rentable à terme et d'avoir un actif à revendre à terme qui soit suffisamment solide, notamment économiquement, pour pouvoir retomber sur ses pattes aussi.